Donc ce serpent peut prendre la forme d'un serpent ou sa forme normale, c'est-à-dire moitié homme, moitié serpent. Comme le roi d'Athènes n'a plus d'enfants, qui ne sait pas pourquoi ses enfants sont morts, il va adopter sur les conseils d'Athéna cet enfant et il va l'élever comme son propre fils. Et quand il va mourir, eh bien c'est Éryctonios qui deviendra le nouveau roi d'Athènes, le deuxième roi d'Athènes. D'accord? Alors sur l'acropole d'Athènes, on a normalement le tombeau d'Éryctonios quelque part. Donc si on faisait des fouilles, on retrouverait peut-être, qui sait, hein, si on y croit, la dépouille d'un roi serpent. Bon, euh, voilà. Donc pour l'histoire d'Éryctonios, c'est tout pour le commentaire de la page de garde. On va continuer. Alors on va parler des guerres médiques et de la Ligue de Délos. Donc en fait, si vous voulez, je vous laisse lire la première page seule. Je vous la résume en gros. C'est pas trop mon truc tout ça. Hein. Mais donc si vous voulez, le plus grand empire au 5e siècle, c'est l'empire perse. C'est eux qui sont les plus puissants. C'est la plus grande puissance militaire, économique du monde à l'époque. Donc l'empire perse, c'est quelque chose qui est énorme. Hein. Donc c'est l'Irak, l'Iran et d'autres pays de ces régions-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et les Grecs bah, ont besoin de faire du commerce avec la Perse, et donc ils vont demander à la Perse la permission de pouvoir implanter des villes grecques sur le territoire perse, principalement des villes en position côtière, pour pouvoir faire de l'import-export plus facilement. Donc en fait, si vous voulez, ils ont besoin que des commerçants grecs et des comment on appelle ça, des réserves, des bâtiments administratifs, des entrepôts, voilà, des entrepôts sur le territoire perse. C'est quand même beaucoup plus facile parce qu'on ne change pas un bateau en une journée. Donc il faut qu'ils aient cela. Évidemment, si vous avez des Grecs, les Grecs ils vont avoir besoin d'honorer leurs dieux. Donc c'est-à-dire qu'ils vont devoir construire des temples aussi. Et puis les Grecs, il faut les nourrir. Donc c'est-à-dire que si ils construisent cela en bord de mer, dans des endroits où il n'y a rien, vous avez des petits commerçants qui vont s'installer là pour les aider. Et puis forcément, vous allez avoir des petits paysans qui vont venir pour alimenter les magasins des commerçants en cultivant des champs. Mais ça, vous pouvez pas le faire dans un autre pays. Donc il faut demander l'autorisation aux Perses de pouvoir le faire. Donc les Perses vont l'accorder. Et donc les Grecs vont avoir comme ça de petites colonies grecques en territoire perse. Et les Grecs, qui n'aiment pas les Perses, hein, c'est leur ennemi héréditaire, vont se dire qu'ils vont utiliser ces colonies pour ennuyer les Perses. Donc c'est-à-dire que les grandes villes grecques vont envoyer de l'argent et des armes aux habitants de ces colonies pour que de temps en temps, ils fassent de petites révoltes sur les Perses pour essayer déjà de les embêter et puis de conquérir un petit peu de territoire. Ce serait plus simple, il y aurait moins d'impôts à payer. Sauf que vous pensez bien, les Perses, ces petites colonies grecques, ils pourraient n'en faire qu'une bouchée. Donc c'est totalement stupide comme idée, c'est ridicule. Et donc les Perses savent bien d'où ça vient. Ils ont parfaitement compris que les petites colonies n'avaient pas les moyens d'acheter des mercenaires, de payer des mercenaires, d'acheter des armes ou d'organiser des rébellions comme celle-là. Ce sont des petites villes commerçantes. Donc ils savent bien d'où ça vient des grandes villes grecques. Et donc au lieu de punir les petites colonies grecques, ils vont s'attaquer à la Grèce directement. Et donc, ce à quoi les Grecs ne s'entendaient absolument pas, c'est que tout à coup, les Perses débarquent avec leur armée de métier, ce qui est une grosse différence puisqu'en Grèce, il n'y a pas d'armée. Donc, c'est-à-dire qu'en Grèce, à chaque fois que vous avez une guerre, on demande aux gens qui veut se battre, et puis hop, on a les volontaires, et puis ils y vont. Mais donc, ils savent pas se battre. Ce sont des bouchers, des boulangers, des agriculteurs, des commerçants, enfin, ils savent pas se battre. Et ils n'ont pas appris. Donc, forcément, et puis en plus, en Grèce, chaque grosse ville est un État. Donc la Grèce n'est pas du tout unifiée. Contrairement à la Perse où vous avez une armée de métier et vous avez une administration et un monarque pour tout l'empire. Donc forcément, avec des ministres, des gouverneurs de province, etc. Donc forcément, ils ne vont en faire qu'une bouchée. Et donc ils vont s'attaquer à la Grèce et les Grecs vont être complètement paniqués. Ils vont réfléchir à une manière de s'en sortir et ils vont prendre conscience pour la première fois dans leur histoire qu'en fait ils forment une nation. Donc c'est-à-dire que avant cela, chaque ville est un État, mais ils disent mais finalement, on a la même langue, on a la même culture, on honore les mêmes dieux et on a la même façon de vivre. Donc en fait, on est un peuple. Donc la Grèce existe. Il n'y a pas un État il n'y avait pas un État athénien, un État spartiate, un État
de telle autre ville, non, mycénien, non, en fait, tous ces États sont des provinces de Grèce. Et donc ils comprennent cela, et donc ils vont s'unir. Et donc ils vont s'unir en urgence. Euh, alors ils vont se réunir sur l'île de Délos. Pourquoi sur l'île de Délos? Parce que l'île de Délos, comme on l'a vu la fois dernière, est l'île de naissance d'Apollon et d'Artémis, et c'est une ville sacrée. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas y rentrer avec des armes, et on n'y apporte pas la guerre. Donc c'est un lieu neutre pour pouvoir se réunir entre ennemis, puisque les cités grecques ne s'entendent pas entre elles, elles se font constamment la guerre. Et donc ils s'y réunissent en 477 avant Jésus-Christ, et ils créent la Ligue de Délos. Donc ils se mettent d'accord, ils sont unis pour lutter contre l'envahisseur commun, contre l'ennemi commun, les Perses. Et donc chaque cité va décider d'envoyer un impôt, une quote-part à cette Ligue de Délos. Alors soit ce sera de l'argent, soit ce seront des armes, soit ce seront des biens pour nourrir les armées, ça peut être des bateaux, ça dépend de ce que ou des hommes, ça dépend de ce que votre ville peut offrir. Donc c'est-à-dire qu'une région qui est très boisée va forcément envoyer du bois pour faire des bateaux. Une région qui est portuaire va envoyer des constructeurs pour construire ces bateaux. Une région où il y a des mines de fer va forcément envoyer des armes. Et donc ils font ce qu'ils peuvent. Et donc ils vont réussir de cette manière à vaincre l'ennemi perse. Alors le problème c'est qu'il faut gagner du temps parce que les Perses sont déjà là. Donc les Perses sont là, ils attaquent la Grèce en permanence et c'est dans ce contexte qu'il va y avoir l'histoire du film 300. Donc je suppose, enfin, certains l'ont vu, je suppose, pas tous, mais je vous le conseille. Alors le film c'est n'importe quoi, les images sont très belles, c'est très violent. Je dirais que les 10 premières minutes valent la peine d'être vues. Les 10 premières minutes, vous comprenez vraiment tout. C'est tout à fait réaliste, voilà. Après, ça devient n'importe quoi, mais les 10 premières minutes sont bien. Donc, c'est-à-dire que comme il faut gagner du temps, on va sacrifier une armée. Et donc, les Perses, les Spartiates vont envoyer leur bataillon sacré, qui est un bataillon qui est constitué en fait d'homosexuels. Donc, c'est-à-dire que vous avez des couples d'hommes qui se battent, c'est 300 hommes qui se battent, et leur mission va être de retenir l'avancée des Perses. Donc les Perses, pour pouvoir gagner le centre de la Grèce, doivent passer par les Thermopyles, des portes chaudes. Et les Thermopyles, dans l'Antiquité, ça avait la particularité d'être une falaise, avec juste en dessous une petite plage, mais très courte, et puis tout de suite la mer très profonde. Ce qui veut dire que vous avez une bande de terre qui est très étroite, par laquelle vous êtes obligé de faire passer une armée. Et donc ça, c'est pas facile. Et donc les Spartiates vont se mettre là, le bataillon sacré, et leur but va être de retenir le plus longtemps possible les Perses, l'avancée des Perses. Mais ils savent d'avance eux-mêmes qu'ils vont mourir. Forcément, ils n'ont aucune chance à 300 contre l'armée perse qui compte des milliers d'hommes. Hein. Même s'ils savent bien se battre, puisque à Sparte, il y a une armée de métier, et on ne fait que cela. Les hommes n'apprennent qu'à se battre, ils n'apprennent rien d'autre. Alors pourquoi le bataillon sacré est-il constitué d'homosexuels? Bien parce que normalement, quand vous faites partie de l'armée chez les Grecs, on vous dit battez-vous avec courage et force, pensez à vos femmes et à vos enfants qui sont à la maison. Si vous perdez la guerre, l'ennemi va sans doute s'attaquer à votre ville et va sans doute tuer vos enfants et violer vos femmes. Tandis que dans le bataillon sacré, c'est pire. Dans le bataillon sacré, l'être aimé combat à vos côtés. Donc c'est-à-dire que vous vous battez avec plus de rage pour défendre la vie de l'être aimé parce que c'est concret, vous le voyez à côté de vous. Et si l'être aimé meurt, vous n'avez plus rien à perdre puisque vous l'avez perdu. Et donc vous allez vous battre avec encore plus de rage et de vigueur pour emporter le plus d'ennemis dans la tombe pour venger sa mort et mourir avec lui parce que vous ne voulez pas lui survivre. Voilà. Donc l'histoire du bataillon sacré. Donc les Perses vont envahir la Grèce et vont notamment détruire complètement la ville d'Athènes. C'est la première qui se trouve sur leur passage. C'est une ville qui est puissante et la ville d'Athènes a la particularité de ne pas avoir de rempart, ce qui est totalement idiot pour une époque aussi troublée. En fait, ils avaient juste un rempart en bois autour de l'acropole. Donc les généraux de la ville d'Athènes, quand ils ont vu que les dirigeants de la ville d'Athènes, quand ils ont vu que les Perses arrivaient, ils ont fait fuir, ils ont évacué la population. Donc en fait, les Perses ont été confrontés à une ville vide. Il n'y avait plus personne dedans. Donc les gens ont pris tout ce qu'ils pouvaient et ils sont partis sur l'île d'Égine, je pense, juste en face de la ville d'Athènes. Et donc ils ont vu leur ville être totalement détruite. Donc les Perses ont envahi la ville. Alors certains ont cru en oracle qui disait que la ville d'Athènes serait sauvée, je vais arrêter là,